Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du podcast Les Dérangeants, enregistré au centre-ville de Montréal, au studio C de l'Université Concordia. Je me présente Mathieu Charret, journaliste à Les Affaires. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode des Dérangeants propulsé par le Mouvement Desjardins, je suis entouré du somptueux Jean-Daniel Petit, cofondateur d'Abitibi & Co et fondateur de B-Side. Bonsoir. Du spectaculaire Carlo Coccaro, PDG de Mathémo Monde. Bonsoir, Mathieu. Salut. Et de la somptueuse Marie-Philippe Simard, PDG de Chic Marie. J'adore les adjectifs. Je travaille fort pour ça. Donc, aujourd'hui, on vous propose de recevoir en première partie d'émission la fameuse femme d'affaires Anne-Marie Lozic. Et puis, on vous propose également un débat, une discussion également sur le risque. Est-ce que c'est une affaire de gars? Commençons d'abord par un petit tour de table avec nos dérangeants de la semaine, avec leur coup de cœur et leur coup de gueule. J'ai le goût de commencer avec Jean-Daniel. Ton coup de cœur de la semaine. En fait, moi, je vais aller avec un coup de gueule. OK. Et mon coup de gueule vient en fait du président Trump qui a renversé une décision sur la protection des prédateurs en Alaska, donc la chasse, qui était une décision qui avait été prise par le gouvernement Obama de protéger en fait tous les prédateurs. Donc on parle des loups, les ours, pour justement protéger leur population. Et Trump vient de signer en fait une loi qui refute. Et maintenant, on a le droit de chasser en hélicoptère les packs de loups. On a le droit aussi de chasser les ours dans leur tanière, aussi que les loups. Donc, c'est une nouvelle loi qui a passé. Ça, c'est mon coup de gueule. As-tu un coup de cœur pour rétablir l'équilibre? Oui, en fait, je suis allé voir la pièce de théâtre J'aime Hydro, OK. qui est une pièce de théâtre fabuleuse, 4 heures. Donc, 4 heures. C'est, à première vue, c'est intimidant. Par contre, c'est un 4 heures exceptionnel. Et l'utilisation du podcast pour pouvoir créer, en fait, une vague autour de ce phénomène-là qui est notre rapport face à Hydro. C'est excellent et c'est du théâtre-journalisme, théâtre-reportage. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent, mais aussi très, très, très bon. Donc, un fan de théâtre, puis pas un grand fan de Trump, si je comprends bien. À peu près ça. C'est à peu près mais ça. Trump, c'est une pièce de théâtre en soi. Là. Je te l'accorde. Marie-Philippe, coup de cœur, coup de gueule de la semaine? Coup de cœur, je vous surprends, là, j'étais en compétition de karaté. Oh! En fait, la semaine passée, j'ai gagné 2 médailles, merci. Félicitations. Puis, Félicitations. merci. Je me bats pour évacuer mon stress, c'est super simple. Mais ça me fait réaliser l'importance, surtout en entrepreneuriat, de faire du sport, de bien manger, de bien dormir. On en parlera à un autre moment donné, là. Mais tout ça, l'ABC de comment être un bon entrepreneur, parce que sinon, vous allez rusher. La santé. La santé, de manière générale. Coup de gueule, j'ai aussi... En plus de la compétition, j'ai aussi fait l'erreur de vouloir tenter d'avoir un prêt hypothécaire pour un condo. Erreur. Très, très grosse erreur. Quand tu es entrepreneur et toi-même ton employeur, très grosse erreur. Tu sais, c'est pas parce qu'on est entrepreneur que, oui, on a un petit peu plus de risques, mais à un moment donné, plus les entrepreneurs ils vont en avoir, tu peux pas comme ne pas financer comme la moitié de ta population. Fait que ça va être à travailler là, tous ensemble. Il va falloir qu'ils se réveillent un petit peu. Quand même, là. Peut-être en faisant du karaté, ça pourrait les stimuler. Ben, je sais j'y pas. pense. Mais c'est J'y peut-être, pense. c'est peut-être ça qui leur fait peur aussi. C'est la ceinture noire, je je pense. vais pas là. Ouais, je pense que c'est ça qui trouve ça un peu agressif, je pense. Et le fantastique Carlo Coccaro, coup de gueule, coup de cœur? Coup de gueule contre l'éducation en général au Québec, OK. c'est pas vraiment une priorité. On en parle une fois de temps en temps aux élections, mais c'est pas une priorité. On prépare pas si bien que ça nos jeunes aux emplois de demain. 60% des jeunes qui étudient en formation générale des adultes sont des jeunes qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, qui peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie en lien avec leur talent et leurs efforts, mais souvent, ils réussissent pas à atteindre cet objectif-là dans le système actuel. Notre taux de diplomation qui est autour de 72% au Québec, comparativement à juste à côté 85% et plus en Ontario, c'est dramatique. Mon coup de gueule, c'est le fait que c'est même pas une priorité. Sachant tout ça, on en parle un peu, mais pas tant que ça. Super intéressant. Coup de Continue. cœur, Oui. c'est pour tous ces jeunes et parents-là
qui, malgré les obstacles, réussissent de peine et de misère à avoir leur secondaire 5 et à devenir des fois entrepreneurs, des fois plusieurs se rendent au cégep à l'université malgré tout à force d'efforts surhumains. Ces gens-là sont admirables, leurs parents sont admirables, puis en même temps, ça ne devrait pas être si compliqué que ça pour eux. Merci beaucoup, Carlo. Merci, Jean-Daniel. Merci, Marie-Philippe. On s'en va à une courte pause, puis ensuite, on reçoit la très allumée Anne-Marie Lozic. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat District 3 donne aux leaders de l'innovation les outils, les ressources et les connaissances dont ils ont besoin pour passer de l'idée à l'impact avec confiance. En 2016, le Centre a remporté le prix Startup Canada du soutien à l'entrepreneuriat pour le Québec. Pour en savoir plus, consultez concordia.ca/Détroit. Les Dérangeants! Les Dérangeants. De retour aux Dérangeants avec le frétillant Carlo Coccaro, le fantastique Jean-Daniel Petit et la très intelligente Marie-Philippe Simard et ni plus ni moins que la très allumée Anne-Marie Lozic. Bonjour Anne-Marie Lozic. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est très apprécié. Avec Anne-Marie, plaisir. présidente et directrice générale de Vanessa Media depuis 2010, cofondatrice de la maison de production IDI. Anne-Marie Lozic, j'ai goût de commencer par mettre la table en parlant de Montréal. On parle de Montréal comme d'une vraie plaque tournante de l'industrie du X. Est-ce que c'est le cas? Puis, est-ce que c'est sous le radar? Est-ce qu'il y a une certaine hypocrisie? Parce qu'il y a des grosses boîtes à Montréal, comme MindGeek, par exemple, qui ont des sites comme YouPorn, Pornhub, qui sont parmi les plus fréquentés au monde, qui sont donc justement très, très consultés. C'est basé à Montréal, mais on n'en parle pas. Est-ce que les Québécois, on est hypocrites face à l'érotisme, à la sexualité, face à l'industrie du X en général? Oui, quand on dit que c'est une plaque tournante, ici, il faut quand même faire des distinctions. Ce pas des compagnies dont les maisons mères sont basées ici non plus. Et s'ils sont ici, c'est parce qu'il y a des programmes de crédit d'impôt pour les entreprises technologiques. Eux, ils se mettent sous cette bannière-là. Je ne suis pas sûre que je sois entièrement d'accord avec ça. Parce que je ne sais pas si en tant que société, on veut encourager des compagnies dont le but, c'est de faire de l'exploitation humaine. Parce qu'il faut comprendre que tous ces sites-là, et moi, je n'aimerais aucun nom ni aucune compagnie, mais toutes ces compagnies-là, leur succès, les milliards qu'ils font, sont quand même basés sur l'exploitation humaine. Et moi, personnellement, et sûrement un peu en tant que femme, mais juste en tant qu'être humain, je suis contre ça et je ne suis pas sûre qu'en tant que société, ce soit génial d'encourager ça ici. Puis c'est la raison principale pourquoi ils sont ici. Donc, ce serait une question qu'il faudrait se poser en tant que société. Est-ce qu'il y a des différences au niveau du monde des affaires, notamment au niveau du financement? Vous êtes, notamment dans l'adulte ou dans la télévision et dans la télévision. Est-ce que c'est plus facile de se faire financer aux États-Unis, de se faire financer en Europe qu'au Québec ou au Canada, par exemple, d'obtenir ces financements-là? Moi, je me suis jamais fait financer. Je suis un peu contre ça aussi. Je trouve que ça va un peu à l'encontre de tout le côté d'une entreprise. Au Québec, on a souvent tendance, et on exclut la personne qui parle, on a souvent tendance à s'appeler des hommes ou des femmes d'affaires, puis ensuite à prendre les fonds publics. Et ça, moi, je suis un peu contre ça. Je crois que les fonds publics devraient aller en éducation, en santé, un peu en culture et basta. Ça devrait pas aller pour tout le reste. Bref, donc tout ça pour dire, parce que à partir du moment où on devient entrepreneur, je veux dire, il faut mettre sa chemise, il faut avoir la faim au ventre, comme on dit. C'est ça, être entrepreneur, c'est pas savoir de quoi on va vivre demain. De toute façon, de nos jours, même les employés ne savent pas s'ils vont garder leur boulot dans 2 semaines. Finalement, ça se rejoint un peu, mais je veux dire, c'est un peu ça. Moi, j'ai vu des employés des fois partir, même des très jeunes, et ça m'a toujours fait de la peine, qui veulent se faire mettre au chômage parce qu'ils veulent commencer une compagnie. On ne peut pas commencer avec cet esprit-là. Je sais que c'est dur, puis tout le monde veut bien vivre, puis s'acheter plein de choses, mais c'est pas comme ça quand on a une entreprise. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé, j'avais même plus d'argent pour m'acheter des bottes. Là, il fallait que ça passe. Si ça passait pas, j'aurais sans doute, peut-être j'aurais abandonné, je sais pas, mais je me rappellerai toujours ce dernier hiver là où je faisais plein de projets et tout ça, je voulais que ça passe. Des bottes en plastique l'hiver, je voulais m'acheter des bottes. Réussir, hein, c'est ça. Je montais à une côte et là, je glissais parce que le plastique, ça devient tout dur l'hiver. Bref. Est-ce qu'il faut souffrir
souffrir pour être un bon entrepreneur? Je crois que c'est bien un peu de souffrance. Je sens même dans la vie, c'est bon, ça te rappelle c'est quoi la vraie vie. La vraie vie vient avec un peu de souffrance. On vit dans une époque où on veut surtout pas être brimé, où on veut pas avoir aucune émotion d'une certaine façon, mais c'est bien les émotions. Cette souffrance-là, est-ce qu'elle est bien d'être démontrée publiquement ou on la garde jusqu'à temps qu'on réussisse puis ensuite on est capable de la divulguer? Ça, c'est intéressant comme question parce que souvent, on a l'impression que le succès est instantané parce qu'avant d'être connu, personne ne parle de nous. Mais on voit souvent quand il y a des biographies de gens qui ont réussi, etc., on voit tout leur parcours qui a rarement été facile parce que c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai qu'on apprend de nos erreurs. Et toutes ces erreurs-là sont absolument nécessaires. On peut appeler ça de la souffrance ou non. Moi, toutes les erreurs que j'ai faites, je trouve pas que je dis souffrance. Ça a été dur sur le moment et tout, mais je suis tellement contente de les avoir vécues parce que ça m'a beaucoup aidée ensuite pour le futur et en fait, devenir qui je suis devenue. Et donc, c'est bon, il ne faut pas prendre ça toujours négativement. Mais on dirait que de nos jours, dès que quelque chose ne va pas, c'est négatif, mais il ne faut pas prendre ça comme ça. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. C'est une question de Pas perspective. avoir un sou, ça peut être génial. Ça veut dire qu'on n'a rien dans la vie. Non, mais Oui. c'est vrai. Ça veut dire qu'on peut aller vivre ailleurs. Ça veut dire qu'on n'a rien. C'est pas si mauvais non plus. Vous êtes une optimiste, en fait. Vous êtes fondamentalement optimiste, Marie Lozic, là. Moi, je suis un peu bohémienne dans l'âme. Et d'ailleurs, donc, je crois que j'ai tout ce recul-là par rapport à tout... par rapport à tout ça qui m'a beaucoup servi. Vous œuvrez dans une industrie qui semble très, très, très compétitive. Hein? La télévision, la production. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il reste encore des occasions d'affaires? Puis est-ce que le fait d'être une femme vous sert ou vous dessert aussi? Ça, les généralités femmes-hommes, je suis pas très portée là-dessus. Je pourrais dire que ça, je m'en sers un peu, ceci dit. Je ne vais pas être hypocrite. Je m'en sers un peu parce que c'est amusant, la relation d'affaires, surtout quand je fais, disons, quand je fais affaire avec les hommes ou quand j'ai des... C'est très intéressant, la relation. Même quand j'ai fait mon premier deal américain, littéralement, le patron est venu me chercher à l'hôtel à Los Angeles. Je ne sais pas s'il aurait fait ça si j'étais un homme. Et le fait qu'il vienne me chercher à l'hôtel, j'ai dit, ça y est, je vais avoir ce deal, c'est sûr. Il n'y a personne qui vient te chercher à l'hôtel s'il n'y a pas l'intention de le faire. Donc, déjà, il s'était dévoilé un peu dans le sens... Puisqu'il venait me chercher, il était intéressé à faire ce deal. Donc, bref, je partais avec un point positif. Bien, en fait, moi, j'ai une question par rapport au choix. Tu sais, quand on est producteur ou on est diffuseur, on veut choisir le meilleur show télé qui va faire que les gens vont... l'audience va être là pour ensuite vendre de la publicité. J'ai l'impression que dans votre passé, quand même précurseur de la UFC, il y avait quelque chose de précurseur. Il y a un côté violent, ça, mais il y a un côté de l'humain. Le divertissement pour adultes, est-ce que vous pourriez dire que vous avez un côté un peu instinctif, comprendre l'humain dans son instinct, ce que les gens ne veulent pas dire, avouer, dans la violence, dans la sexualité? Tu me prêtes une grandeur d'âme. Pas du tout. Mais merci beaucoup. Il faut le prendre. Prenez-le à ce moment-là. Tu es meilleur porte-parole que moi pour moi-même. Je me suis souvent questionnée, en fait, pourquoi l'adulte. Puis, en fait, ça représente beaucoup ma personnalité, pas du tout à cause de l'adulte. Parce que moi, j'aime bien être un peu marginale et j'ai jamais été, disons, dans le milieu clic de la télé, etc. J'avais besoin d'être un peu à part. Moi, avoir une émission à heure de grande écoute et tout ça, ça m'aurait jamais intéressé. J'aurais jamais aimé être engagée par une grosse corporation pour me dire comment m'habiller, comment me coiffer. Tout ça, ça m'intéressait jamais. Et le fait d'être en adulte, donc je fais affaire avec toutes les grandes corporations, mais ils me laissent vraiment faire ce que j'ai envie de faire parce qu'ils veulent pas vraiment toucher à ça, même s'ils veulent faire de l'argent avec ça, mais ils veulent pas en entendre parler. Donc c'est génial, ça garde mon indépendance complètement. Et moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Je crois que je l'ai souvent dit, la liberté et l'indépendance. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est pas aussi glorieux que non, mais en ce même que temps, tu disais. Mais c'est honnête. C'est très honnête. Oui. Et jusqu'à quel prix? Parce qu'il y a le côté instinctif de voir qu'il y a un filon. Ensuite, il y a la vision et de dire « j'y crois vraiment ». Mais ensuite, il y a le personnage public. J'ai l'impression que l'Anne-Marie qu'on a ici versus l'Anne-Marie Lozic qu'on a publiquement, elle est différente. À quel point on peut jouer le jeu pour pouvoir atteindre son objectif ou cette espèce de vision-là? Oui, ça, il n'y a jamais eu de grand plan non plus. Il n'y avait pas de jouer le jeu pour atteindre un objectif. Ça m'a beaucoup servi, effectivement, mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup. De toute façon,
mythe, entre guillemets, a été bâti quand j'étais à peine connue. Déjà, les gens me critiquaient que j'étais pas capable de parler ou d'aligner 3 mots, je sais pas. Donc, j'allais en meeting, j'alignais 3 mots et tout le monde était complètement ébahi. Donc, ça m'a beaucoup servi. Ça vous sert. Mais ça, c'était créé par je sais pas qui, des jalousies, des ci, des ça. Donc, c'était pas... mais ça m'a beaucoup servi. Et ensuite, je m'en suis servi de façon un peu plus étudiée, disons. Carlo, tu avais une question? J'ai une question par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai découvert il y a assez récemment que c'était important pour l'entrepreneur d'avoir un personnage public d'entrepreneur qui est un peu comme le porte-parole de son entreprise, au-delà de l'entrepreneur dans sa vie privée ou même dans sa vie du quotidien dans l'entreprise. Jusqu'à quel point vous conseilleriez à un entrepreneur qui commence ou qui a une entreprise de se mettre de l'avant et de se bâtir une forme de personnage qui lui ressemble, mais pour mettre de l'avant ses projets d'entreprise? Bien, je crois que tu as dit un mot qui est vraiment important. Il faut vraiment que... Tu sais, il n'y a pas de recette magique pour réussir. Il n'y a pas de recette magique pour être entrepreneur. Il faut avoir cette personnalité-là d'oser, de ne pas avoir peur des lendemains. Mais mis à part ça, je crois qu'il faut rester fondamentalement soi-même si on veut durer puis avoir beaucoup de succès sur le long terme. On peut réussir, c'est vrai, très rapidement, mais si on veut vraiment réussir sur le long terme, il faut être soi-même. Et il faut surtout apprendre à se connaître. Puis ça, c'est bon pour la vie privée comme pour la vie dans les affaires. Il faut vraiment bien se connaître. Donc, quand on... Créer un personnage, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais c'est bon mettre une espèce de carapace devant soi. Ça, c'est important, qui sert ses affaires, mais il faut que fondamentalement, ce soit vraiment proche de notre personnalité. Je crois que c'est ça le meilleur conseil à donner. Marie-Philippe Simard, tu veux intervenir? Bien, c'est drôle, je prends la balle au bon sur les garçons. Moi, tu sais, on a fait de la recherche là, justement pour l'émission de radio. Puis moi, j'avais écouté le topo de Accès Limité qui avait fait quelque chose de vraiment super intéressant. Puis je regardais le parcours. Puis c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler, tu sais, le parcours entrepreneurial d'Anne-Marie Lozic. J'ai vraiment trouvé ça cool, super intéressant. C'est impressionnant, tu sais, les noms qu'on mentionnait, les deals qui ont été closés. Mais ce que je me posais comme question, puis ce que je trouvais dommage, c'est que la Anne-Marie entrepreneur, femme d'affaires, on la voit pas, on n'entend pas beaucoup parler. Je me demandais, est-ce que c'est voulu, ça, ou est-ce que c'est les médias qui font ça? Ou... Parce que moi, la Anne-Marie entrepreneur, je la trouve bien, vraiment intéressante. Vraiment, vraiment. Oui, c'est gentil. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu... j'ai pas vraiment... moi, je suis très, très bien dans ma peau, donc j'ai pas vraiment besoin de prouver à qui que ce soit ce que je fais. Ou parfois, ça arrive dans le cadre d'émissions. C'est rare le genre d'émission qui va mettre ça de l'avant, ou même le genre d'émission comme ici, où on peut parler de ça, de ces choses-là. Donc ça, c'est assez rare. Mais... peut-être c'est dommage pour les gens. Puis c'est vrai que récemment, j'en ai parlé un peu plus parce que je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup les gens. Donc, et je crois qu'il faut aussi avoir cette générosité-là d'écouter les gens et si ça les intéresse. Donc, c'est vrai que même sur mes réseaux sociaux, maintenant, je fais plus d'annonces. Avant, je faisais aucune annonce. Et maintenant, je le souligne parce que je crois que ça intéresse aussi certaines personnes. Donc, ça me touche aussi, là, mais je crois que c'est important de partager ça. Définitivement. Je pense qu'il y a un rôle à jouer aussi pour mais sinon, tu sais, il y a beaucoup de gens là. qui passent leur temps à glorifier ce qu'ils font et tout ça. Ça, c'est vraiment pas mon style. Moi, en fait, je le dis souvent et personne ne me croit. Je suis quelqu'un de très, très, très privé, très discret, très gêné même. Donc, moi, je fais beaucoup mes trucs dans mon coin. Ben, c'est un beau contraste avec le personnage quand même. Là. Oui, tout à fait, qui a été créé. Là. Si vous êtes gêné, du moins, c'est très apprécié que vous ayez accepté l'invitation. Moi, je vous aurais gardé 3-4 heures de plus, je pense, pour faire vraiment la biographie d'Anne-Marie Lozic. On aura sûrement l'occasion de se reparler. Anne-Marie Lozic, un immense merci. Merci. C'est très apprécié. Puis, on va à la courte pause. On vous revient avec les dérangeants et un débat. Le risque, est-ce que c'est une affaire de gars? Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Cette semaine avec Anne Baudry, directrice du certificat de 2e cycle en entrepreneuriat à l'École de gestion John Molson. Les étudiants gradués de différents domaines nous demandent depuis longtemps pour une formation courte et ciblée qui leur permettrait d'acquérir les connaissances requises pour se lancer en affaires. Le certificat de 2e cycle en entrepreneuriat s'adresse spécifiquement aux étudiants gradués d'un programme en arts ou en sciences qui veulent démarrer une micro-entreprise ou devenir travailleurs autonomes afin de vivre de leur art ou de leur profession. En plus d'acquérir les connaissances de base essentielles reliées
liés, entre autres, au financement, aux aspects légaux et à la gestion d'une entreprise, les étudiants qui complètent le programme développent leur plan d'affaires complet et sont donc prêts à démarrer leur entreprise. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. Les dérangeants. De retour avec les dérangeants, Marie-Philippe Simard, Jean-Daniel Petit, Carlo Coccaro. C'est maintenant place au débat. Est-ce que le risque, c'est réservé aux garçons? Est-ce que le risque, c'est une affaire de gars? On a eu la chance de recevoir tout à l'heure Anne-Marie Lozic qui nous disait qu'elle n'aimait pas trop généraliser entre les différences hommes et femmes dans le monde des affaires. Par contre, il y a l'ex-dragon et ex-candidat au Parti conservateur, M. Kevin O'Leary, qui déclarait récemment qu'il préférait, lui, investir dans les entreprises menées par des femmes parce que, selon M. O'Leary, elles gèrent mieux les finances que leurs confrères en prenant des risques plus calculés. La question maintenant, c'est est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est vrai? Puis, en même temps, je me pose aussi une première question, messieurs, dames, les dérangeants. Est-ce que c'est pas un petit peu absurde qu'on discute de ce sujet-là avec 3 gars puis une femme autour de la table? Oui, 5 gars puis une femme autour de la table. Je tiens à dire qu'on a travaillé très fort pour aller chercher d'autres femmes. Pas juste nécessairement des femmes, des gens de toutes les communautés culturelles, de toutes les orientations sexuelles, de tous les univers possibles. Pour la petite histoire, une semaine avant que le podcast soit lancé, on avait 2 femmes sur le panel. Malheureusement, il y en a une qui a quitté. On a approché, moi je suis avec Étienne depuis le début dans le projet, puis ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, puis on a approché plein de femmes, plein de gens des communautés, plein de gens un petit peu partout. Il faut comprendre que le podcast, c'était quelque chose de risqué. Fait que, tu sais, nous autres, on demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dedans. Il y en a qui ont vu que c'était peut-être un trop gros risque pour la première saison, fait qu'ils n'ont pas décidé d'embarquer. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de femmes qui nous ont dit non, justement, à cause de cette question-là de, bon, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas l'énergie à mettre là-dedans. Fait que je pense que ça va alimenter un petit peu le débat qu'on va avoir aujourd'hui, mais tout ça pour dire que c'est pas faute d'avoir essayé. Ce qui est super important de noter aussi, c'est qu'on a 2 roues sur 6 dans les dérangeants. C'est très bon comme ratio. C'est un excellent ratio. C'est trop. Puis Étienne, justement, malheureusement, on te l'annonce aujourd'hui. Mais ça, c'est de l'intimidation, là. Moi, j'embarque pas là-dedans. Moi non plus. Puis Carlo a un côté féminin très développé aussi. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu la deuxième compense un fille, peu tu sais. ça. Quand même. On fait un test d'hormones, là, c'est sûr que Carlo est score. Avec biogénique, peut-être. Ben oui. On pourrait découvrir ça. On bloque biogénique. Encore une fois. Il y a aussi des statistiques. Hein? Le Canada, quand même, affiche le pourcentage le plus élevé à 43 % de firmes gérées majoritairement par des femmes. Puis un rapport de la Banque de Montréal extrêmement intéressant qui révélait aussi que les entreprises à contrôle féminin majoritaire sont plus nombreuses à avoir un niveau de croissance annuel de plus de 20 % par année. Donc, les femmes, visiblement en affaires, ont leur place et sont meilleures, on peut très le bien dire. et semblent statistiquement assez bonnes. Hein? Donc, j'ai goût de vous poser la question, est-ce que c'est vrai ça que les femmes prennent moins de risques, les gars un peu plus aptes à prendre des risques en affaires? Ben les gars, allez-y, là. Est-ce que les femmes sont... je vais reprendre ton dernier argument très, très bien senti. C'était une fille? Que non, je ne suis pas une fille. Que les... T'es sûr, Carl? Oui, que les femmes gèrent mieux les entreprises. Je pense qu'il y a des bonnes chances que les femmes qui se lancent en affaires, qui sont compétentes, soient des bonnes gestionnaires, des bonnes... qui soient en mesure de bien faire ça autant qu'un homme, peut-être même mieux. La question ici, c'est lesquels vont se lancer en affaires. Et... moi, fondamentalement, je pense tout le temps, sur plein de débats, je me dis tout le temps, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Ils sont égaux en droit, mais ne sont pas égaux physiologiquement parlant. C'est des êtres différents. Il y a simplement le fait que la femme soit, dans beaucoup de cas, une future maman ou une maman en puissance, amène des changements au niveau émotif, amène des changements au niveau des responsabilités. Et quand on parle du débat, est-ce que les femmes prennent plus ou moins de risques? Il faut parler des mères aussi qui doivent nécessairement prendre des risques différents parce qu'elles ont toujours beaucoup plus à cœur leur famille. Leur enfant, c'est beaucoup l'extension d'elles-mêmes. Et ça, je suis persuadé que ça vient jouer dans la balance quand vient le temps de s'impliquer ou pas dans des projets ou dans un projet entrepreneurial ou autre, dans les décisions qu'elles vont prendre. Bien, il y a aussi, c'est pas juste une question de physiologie, je pense qu'il y a une question aussi de perception. La perception des femmes et des hommes dès le jeune âge. Les hommes, c'est les jeunes garçons. C'est encouragé de dessiner en dehors des lignes. C'est encouragé d'être un petit peu plus, je pourrais dire, performant, même dans les sports, tout ça. Par contre, je crois sincèrement que oui, il y a moins de femmes entreprenantes. Je pense qu'il y a moins de femmes qui sont entrepreneurs. Par contre, je pense que les femmes sont beaucoup plus qualifiées. Quand une femme entreprend... Pourquoi tu penses qu'elles sont plus qualifiées? Parce que les femmes, ils n'iront pas déjouer les règles. Quand ils vont appliquer pour un travail, ils vont... toutes les qualifications,
ils vont les avoir. Tandis qu'un homme, à 40 des applications, il dit « Ben oui, moi, je peux faire la job. » Puis, je pense qu'ils ont moins confiance en elles. Par contre, quand tu rencontres une femme entrepreneur, tu regardes dans les yeux, là, honnêtement, là, c'est intimidant. Quand tu rencontres une femme qui a de la drive, qui a confiance en elle et a dit « Moi, je fais le saut comme entrepreneur », ça a beaucoup plus de drive qu'un gars. Puis les gars, là, il y en a pas mal plus des entrepreneurs imposteurs. Parce que les autres sont comme « Ah, je peux faire ci, je peux faire ça ». Je pense qu'on étire la corde puis je m'inclus là-dedans. Donc, oui, il y a une différence, mais je pense que les femmes sont plus crédibles, mais il y en a beaucoup moins qui entreprennent. Excuse-moi, Carlo, vas-y. Non, mais je l'ai dit, ça vient peut-être avec la notion d'ego aussi. Les hommes ont un ego peut-être souvent un peu plus grand, un peu plus... sont moins... se laissent moins être vulnérables. Parce que, tu sais, le risque, c'est l'inconnu. Le risque, c'est la possibilité de perdre quelque chose. Donc, ça vient avec un élément de vulnérabilité. Puis peut-être que les femmes mettent leur ego un peu plus de côté, le montrent, leur vulnérabilité. Puis je ne sais pas si c'est ça que tu vis, toi, Marie-Philippe, avec les autres femmes que tu croises dans le monde entrepreneurial, c'est-à-dire les deux autres que tu On est trois, on fait des parties le vendredi. mais je ne sais pas si toi, tu sens ça, cet élément de vulnérabilité. Les autres femmes entrepreneurs que tu connais, est-ce que tu les sens plus vulnérables ou être capables de mieux manifester leurs erreurs, leurs échecs, leur indécision que les hommes entrepreneurs que tu croises? Bien, moi, les filles entrepreneurs que je connais, c'est des toughs. Ils sont toughs. Tu sais, j'ai bien d'admiration pour ces filles-là. Je pense qu'il y a deux choses, tu sais, dans le débat qu'on parle aujourd'hui. Il y a l'aspect les filles qui embarquent dans l'entrepreneuriat. Fait que ça, le pourcentage est super bas. Fait que pourquoi ces filles-là décident de ne pas embarquer dans le premier, tu sais, l'entrepreneuriat? Puis après ça, il y a l'aspect aussi, OK, tu es une fille entrepreneur égale un gars entrepreneur, qui va prendre le plus de risques? Est-ce que c'est vrai qu'entre deux entrepreneurs, le gars va en prendre plus puis la fille va en prendre plus? T'sais, pour les deux débats, moi, je pense qu'au niveau d'embarquer dans l'entrepreneuriat, je le vois. Moi, je fais beaucoup de recrutement en ce moment pour ma business. Puis, entre faire une offre à un gars et une fille, la fille, ça va y prendre au moins 3 fois plus de temps à y réfléchir, à voir qu'est-ce qu'elle pense, à voir regarder son chum, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que ses enfants. Le gars, là, il va sur le coin d'une table. Ouais, OK, c'est beau, j'embarque. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi. Je pense que les filles, des fois, peut-être qu'ils ont besoin d'être plus rassurées, mais comme les filles, allez-y, tu sais. C'est sûr, là, ça va être fret, c'est comme se lancer dans la piscine, mais allez-y, tu sais. Ça sert à rien d'y penser 15 ans, ça va pas changer. Mais ça, c'est le rôle de... Ben, je pense que c'est le rôle de toute personne qui a une entreprise. Nous, comme entrepreneurs, il faut empower, donner le pouvoir à ces femmes-là de dire prenez des décisions, on vous back, on est là pour que justement ça change cette espèce de paradigme-là de dire ben, je suis pas sûr, est-ce que je suis qualifié, est-ce que j'ai ci? Nous, on a un rôle quand même, là, parce que ça fait pas si longtemps. Les politiques ont été décidées par des hommes, les institutions financières ont été dirigées par des hommes. Je veux dire, et le sont encore. Exact. Donc, faut pas quand même, faut pas penser qu'on va changer ça du jour au lendemain, mais je pense qu'il faut que ça part côté grassroots. Fait que les petites entreprises, dans les familles, tout ça, mais de vraiment donner le pouvoir à ces femmes-là. Puis nous, chez B-Side, j'ai fait le calcul avant l'émission, je m'étais jamais attardé à ça. Puis sur 6 directeurs, j'ai 5 femmes. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est un girl power dans notre équipe. Mais pourquoi? Parce que c'était les personnes les plus qualifiées pour le poste. Est-ce que ça t'intimide? Oui, ça m'intimide, mais en même temps, je me questionne parce que c'est des femmes qui pourraient partir d'une entreprise. Ils ont toutes les qualifications, ils ont toute l'expertise, mais c'est comme s'il y avait besoin, je sais pas, un espèce de support. Je sais pas si c'est un support moral. Est-ce que c'est un support d'équipe? Est-ce que c'est un sentiment de dire, je veux partir de ça plus en famille au lieu de faire ça individuellement? C'est quelque chose de très, très, très individuel là, dans partir d'une entreprise. Mais tu as nommé 2 trucs intéressants. Tu parlais de sa part des familles, des maisons. Le premier commentaire que tu as fait aussi sur on encourage les enfants différemment. Le terme pour ça, c'est les stéréotypes sexuels. Puis c'est tellement fort ce qu'on peut dire ou faire à nos enfants, des jeunes filles qu'on va rapidement les appeler des petites princesses. Les garçons, eux, c'est des chevaliers, des super-héros. Mais pire que ça, la petite princesse, dans les histoires, est souvent en détresse. Puis le chevalier, le super-héros, il est courageux. Et on se rend pas... Et moi, je suis père de 3 garçons, donc... malheureusement, je n'ai pas à jouer entre les deux, mais je me questionne beaucoup tout le temps par rapport à ça. C'est comment je traiterais de ma petite fille si j'en avais une et comment je dois traiter mes garçons pour pas que ce soit des mâles alpha. Puis de les amener à... des jouets de filles, ça n'existe pas. Des jouets que les filles aiment un peu plus, ça existe, mais c'est pas nécessairement des jouets de filles. C'est la même chose pour les jouets de garçons. Comment amener nos garçons à être juste eux-mêmes? Et si on était moins stéréotypés dans l'éducation qu'on donne à nos jeunes filles,
peut-être que ça aura un impact sur leur façon de voir le risque et de se lancer dans une aventure risquée. C'est intéressant. Je pense que je vais t'appeler ma petite princesse. Caro, comme ça, on va Ouais, c'est ça, je pense pas, non. Ouais, je pense que t'aimerais C'est ça. Je pense que c'est déjà fait. Marie-Philippe, j'ai goût de te poser la question. Est-ce que ça va passer par l'émulation? Parce qu'on a des Christiane Germain, on a des Caroline Néron, on a des Daniel Henkel. Il y a des femmes au Québec qui réussissent puis qui réussissent de façon extraordinaire. Là. Est-ce qu'il manque de modèles, encore une fois? Ben, oui, il manque de modèles. Tu sais, moi, je peux pas je m'identifie pas tant que ça à quelqu'un d'ici. Peut-être plus aux États-Unis, il y en a plus, il y a plus des jeunes filles de mon âge, etc. Moins ici. Fait que c'est sûr que ça joue. En même temps, tu sais, je trouve ça important qu'on dise, les gars, il faut qu'ils soient dans le débat. Puis il y avait Emma Watson qui a fait un discours super intéressant aux Nations Unies sur le He for She. Donc, les gars, ils doivent aussi participer à ce mouvement-là. Mais reste que le changement va venir des filles. Les filles, il faut que le changement vienne d'eux autres. Tu sais, c'est vraiment drôle. Puis super bon timing. Je faisais je vais pas dire un souper, là, on buvait puis on faisait rien d'autre. On va se dire les vraies affaires. Un cocktail. C'est ça. On était cocktail. Puis... Et voilà. Puis j'étais avec une amie de fille, puis elle me dit, hey, un de mes collègues, il vient d'avoir une augmentation de 40 000 à sa job. Puis il dit, il a la même expérience que moi, même année, blablabla, ça me fait chier. J'ai dit crime. OK, j'ai pas dit crime, il y avait un S à la fin, mais. Crims. C'est ça, j'ai dit crimes. J'ai dit, ben, s'il a la même expérience que toi, demande-y. Va caler 50 000 à ton boss, tu sais. C'est la même affaire. Elle dit, ouais, mais là, je suis pas sûre, puis tu sais, je sais pas, peut-être que blablabla. Non, les filles, go, tu sais. Allez-y. Fais-toi respecter, Le fonce. gars, il va y aller, puis il va se faire dire non. Le pire qui va arriver, c'est qu'il va se faire dire non. Les filles, on dirait qu'ils... Puis ça vient avec plein de belles qualités, tu sais. Plein de belles qualités, mais je trouve que pour ça, les filles, il manque un petit peu de allez-y. Allez-y. Tu sais, donnez-vous vous-même un coup de pied dans le cul. Moi, je donne des coups de pied dans le cul à toutes les filles que je connais autour. Comme, go! Vas-y, demande-la ton augmentation. Fais à l'affaire. Ah, puis il te la donnera pas. Sinon, il n'y a pas personne qui va te donner rien Personne gratuit. va te courir après pour Pourquoi? te donner 40 000 Tu gagnes 65 000. Je vais-tu du jour au lendemain dire, tu sais quoi, Marie, je pense que je vais te donner 100 000 aujourd'hui. Juste de même. Tu sais, Parce sur le que bord. non, c'est ça. Non, mais il faut que tu le demandes. Puis le message que moi, j'aurais lancé à ces femmes-là, c'est à chaque fois que j'ai eu des employés, et moi, j'ai pratiquement seulement travaillé avec des employés féminins dans le monde de l'éducation, c'était beaucoup des enseignants, orthopédagogues, et même les gens avec qui je travaille aujourd'hui, pratiquement tous des femmes, celles qui me montrent le plus de drive, le plus une belle drive honnête, là, qui n'est pas fake, puis qui est vraiment bien sentie, basée sur des informations ou des valeurs fortes, mon niveau de respect pour ces gens-là augmente. Puis après ça, je me dis, wow, j'ai peut-être dit non, j'ai peut-être dit oui, mais je dis wow. Mais ça, c'est super important parce que moi, je le dis surtout à mes employées féminines. Je dis, tu veux une augmentation? Viens me voir. Si ça fait 2 mois que tu es avec moi puis tu me demandes une augmentation, ça se peut, je te la donne. Si tu viens me voir puis tu dis, hey, gars, j'ai fait telle affaire, je fais telle affaire, je pense que je vaux ça, sur le marché, je vaux ça. Puis en plus, il y a un autre gars qui me court après pour tel job, je vais y donner. Puis non seulement je vais y donner, mais je vais respecter ça. Ouais, plus exact. que la personne qui est là puis qui fait rien puis Qui se Encore plaint là, dans ton dos. souvent, peut-être. plaint, puis bitch, tu sais. Puis une femme qui va donner une augmentation, pour l'expérience que nous, on a eue, la femme va arriver avec des points. Elle arrive, donc j'ai mon rapport, voici ce que j'ai fait dans les derniers mois, j'ai fait ça. À l'inverse, les gars qu'on a eus dans nos 2 entreprises, ils arrivent puis un peu coqués. Bon, moi, j'ai une job ailleurs. Je dis, Ouais. OK, va ailleurs. Je veux dire, non, mais sérieusement. Donc, pour les femmes, quand ils arrivent, souvent, ils vont l'obtenir parce que c'est rare qu'ils n'iront pas aller juste pour le côté audacieux de « Ah, ben, je vais overbider ». Marie-Philippe, je veux conclure ce débat-là avec une question. Tu as participé à un article dans Globe and Mail super intéressant en mars dernier où on parle un peu du Bro Club, là, le club des gars dans le milieu de l'investissement. Raconte-nous un peu l'expérience que tu as vécue. C'est super intéressant. Globe and Mail m'a appelé pour parler de la différence gars-filles en termes de financement. Donc, aller chercher du VC money, donc des venture capital. Nous, on a eu un investissement récemment qui va être annoncé dans 2 semaines. Dans les affaires. Je sais pas. On en reparle. Bref, il me demande, as-tu vécu des difficultés au niveau du financement parce que tu es une fille? J'ai dit, écoute, meilleure histoire pour toi. Quand j'ai commencé à lever du financement, j'allais beaucoup voir des VC américains, québécois, puis Toronto. Puis les VC américains, des fois, tu n'as pas de contact, fait que tu fais des cold emails. Puis moi, j'ai envoyé 10 emails à des VC américains, j'ai eu une réponse. J'ai demandé je trouvais ça bizarre parce que nos métriques étaient super bonnes. J'ai demandé à un gars qui était dans mon équipe, envoie les mêmes emails à ces mêmes VC-là, puis envoie 10 emails à d'autres VC américains pour voir c'est quoi la réponse. 6 réponses sur 10. Ça, c'est des meetings, des trucs comme ça. J'étais un peu sur le cul. Tu sais, je me dis, à cause que je suis une fille, à cause qu'il y a un nom féminin dans ma signature, il y a quelque chose qui accroche. Puis ça n'a pas de bon sens, là.
Ça n'a pas de bon sens. Ça rien. Tu sais, ma business n'est pas moins bonne qu'une autre. Puis, tu sais, on parle des filles qui demandent des augmentations. Pour les valorisations de business, c'est la même affaire. C'est une question de perception. Non, mais une fille, elle arrive et elle veut négocier. Moi, mes valos de business, là, j'écale toujours plus haut parce que je sais qu'ils vont dire, ben là, fille, franchement. Là, fille. Tu redescends sur terre, puis note, là. Princesse, c'est vraiment comme ça. Puis moi, je suis dans du linge. Tu sais, des fois, les investisseurs me regardent, ils sont comme, ah, c'est tellement cute. T'as une garde-robe de linge. C'est cute. Je suis comme, hey, je vais te faire de l'argent. C'est super insultant. Tu sais, Anne-Marie, tantôt, elle en parlait, puis elle disait, il y a un gars qui est venu la chercher à l'hôtel. Moi, un investisseur qui vient me chercher à l'hôtel parce qu'il pense qu'il va se carrer, là, ça sera pas une belle soirée, là. Tu sais, c'est super. Je suis pas là pour ça, là. Je viens te demander de l'argent, tu sais. Fait que c'est pas, en tout cas. Est-ce que tu en as parlé au VC, à ceux qui maintenant ils vont investir de cette anecdote-là? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Mais moi, les VC que j'ai en ce moment sont extraordinaires. Extraordinaires. Puis quand on va l'avoir annoncé, je vais mettre leur nom partout. Là, j'ai des posters dans ma chambre, ils sont extraordinaires, mais j'en ai eu des VC qui ont été hyper déplacés. Il y en a eu plein. En même temps, c'est eux qui feront pas d'argent là-dessus. Fait que, tu sais, je suis correct avec ça. Tant pis pour eux. Ouais. C'est déjà tout pour les dérangeants cette semaine. Un grand merci à Anne-Marie Lozic qui a eu la gentillesse de joindre à nous un petit peu plus tôt dans l'émission. Un grand merci à notre partenaire Desjardins aussi. Et surtout à nos dérangeants cette semaine, Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Jean-Daniel Petit, Benoît Labrosse à la recherche, Jackie Galland à la technique, ainsi que toute l'équipe de Les Affaires et de Concordia. On se rejoint le mercredi 17 mai pour un 3e épisode sur Qui peut cracher sur les dragons. D'ici là, on nous lit dans le journal Les Affaires, sur la page Facebook des Dérangeants et sur la page Facebook de Les Affaires. Puis surtout, n'hésitez pas à commenter. On veut vous entendre. Dites-nous ce que vous en pensez. C'était Mathieu Charret du journal Les Affaires qui vous dit à très bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!